Bonjour à tous, on va commencer donc ce webinaire, ce premier webinaire de cette rentrée Chahwiri. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'insertion professionnelle aux Comores. On a la chance d'avoir 5 intervenants aujourd'hui qui vont nous partager leurs témoignages et leur retour d'expérience sur leur insertion professionnelle aux Comores. Si on peut aller à la slide suivante. Donc aujourd'hui, on est 3 modérateurs pour cette session. On a avec nous Binti Djoumoua. Bonjour Binti. Hello. On a Imam Ali Hamidi. Bonjour Imam. Bonjour. Et moi-même, Inès Ahmed. On tient aussi à remercier Faouzia Mouabedi qui nous a aidés très fortement, qui a en fait contribué très fortement à l'organisation de ce webinaire. Et on a aussi un invité, Idriss Issuali, qui va présenter la structure Chahwiri et nos objectifs et pourquoi donc on organise ce type de webinaire notamment. Donc, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, quelques règles de fonctionnement. Imam, je te laisse la parole. Ok, bon, pour ne pas surcharger déjà le trafic, donc on vous prie de garder votre micro éteint et vous pouvez activer votre vidéo dans des cas ou bien lorsque vous allez intervenir, pardon. Et après, bon, pour vos questions, bon, on vous prie de laisser sur le chat, donc ou bien sur la partie discussion, si possible. Comme ça, après, on va essayer de regrouper les questions et d'y répondre. Donc, avant de commencer la présentation ou bien le début webinaire, donc on va essayer de faire un petit sondage, bien sûr, pour voir un peu par rapport à quelle position géographique vous vous situez et aussi avoir quelques informations pour bien répondre à vos besoins. Donc, le lien est sur le chat comme c'est indiqué. Sinon, pour ceux qui ont un téléphone avec une application pour lire les QR codes, donc ils peuvent scanner et on va essayer de répondre directement. Merci. Oui. Il y a quand même un bon mix entre les différents profils présents aujourd'hui. Avant de commencer dans le sujet vraiment de l'insertion professionnelle au Comores, on souhaitait vous parler un peu plus de Chahwiri et de la démarche. Donc Idriss, on te laisse la parole pour que tu nous présentes l'organisation. Ça marche. Bonjour à tous. Je ne veux pas vous quitter beaucoup de temps. Déjà, merci à tous ceux qui sont connectés et merci aux participants de contribuer à cette discussion. Donc, je voulais juste rappeler aux gens qui ne connaissent pas notre structure, Chahwiri. Qu'est-ce que c'est Chahwiri? Chahwiri, c'est un collectif de mentors, de personnes professionnelles un peu réparties dans le monde qui se sont unis à travers deux choses. L'amour de la science et l'amour du pays pour pouvoir aider nos petits frères, nos petites sœurs, nos cousins et pouvoir donner un suivi bénévole, volontaire sur une période de 12 mois pour les aider à s'insérer professionnellement de la meilleure manière possible. En comorien, Shinushama, Shawanru, Wafanya Ohazi, Dunian Kamil, rajipanga risaidiwa watoto wa Komori walo Faransa walo Komori riwanike shawiri riwanike fikira riwasaidie watekeleze wanzao wafanye ndogo za hazi na ndogo za dunia. Donc nous ce qu'on veut faire, c'est de créer un tissu de professionnels comoriens expérimentés qui appuient les jeunes talents issus de notre communauté partout où ils sont de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est l'objectif de Chahwiri. On est une association bénévole et on compte sur le soutien de tout le monde pour créer ce tissu de soutien à travers notre diaspora. Donc si on va sur les slides suivants, Inès, juste pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, c'est un programme gratuit, il dure 8 à 12 mois, comme je viens de le dire. Nous travaillons avec des étudiants qui souhaitent participer à ce programme de mentorat à partir de Bac+3. Donc, on traite plutôt des étudiants en fin de cycle qui ont envie de rentrer dans la vie professionnelle dans les 2 prochaines années. Donc, c'est un peu notre focus. Donc, c'est Bac+3 jusqu'au doctorat. Donc, le principe, il est plutôt simple. On a des professionnels d'un côté
dont je fais partie, dont Binti fait partie, Inès, des étudiants qui ont besoin d'aide, qui veulent faire partie de ce réseau d'entraide, dont par exemple Imam, Fauzia, qui sont là, qui animent cet événement avec nous. Et l'objectif final, c'est l'insertion. C'est l'insertion professionnelle de la meilleure manière possible, dans les meilleures conditions. Et on a tous eu besoin à un moment dans notre vie, quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide de manière pédagogique, de manière professionnelle, pour faire des CV, pour avoir des contacts, pour élargir le réseau. C'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, c'est un peu la démarche qu'on a à Chaouri. Ça fait 2 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, on va commencer à communiquer sur notre 3e promotion. Nous avons déjà travaillé sur 2 promotions en 2020, 2021. Et là, en 2022, on va recruter 18 ou plus étudiants additionnels pour les accompagner, les aider à atteindre leurs objectifs. On peut passer au slide suivant pour ne pas vous quitter beaucoup de temps. Donc, pour vous donner une idée, depuis qu'on a créé cette structure, à l'initiative de Ryan, qui est connecté, je pense, on a 15 mentors, plus quelques membres d'administration qui sont partis du collectif. On a aidé 36 étudiants un peu partout dans le monde. Vous pouvez voir à peu près la répartition géographique de nos étudiants. Inès, si tu peux m'aider avec le slide. Et nous faisons aussi des événements comme celui-ci pour créer un peu plus d'émulation au sein de notre communauté et partager les expériences qu'on trouve avec des gens intéressants comme ceux qu'on a aujourd'hui avec nous. Donc, on peut passer sur le slide suivant. Je pense qu'on peut passer tout ça pour vous laisser le plus de temps possible à la discussion. On va aller au dernier slide directement, si tu veux, Inès, pour un effet de temps. Donc là, en fait, le message, je voulais profiter de l'audience qui est là aujourd'hui pour vous dire qu'à partir du 12 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons recevoir des candidatures d'étudiants qui veulent bénéficier du programme Chaouri. Donc là, je ne sais pas qui on a dans l'audience, je ne sais pas si tout le monde c'est des étudiants, mais je suis sûr que tout le monde a un ami, un cousin, un petit frère, une petite sœur qui pourrait bénéficier d'un suivi comme celui qu'on offre à la communauté. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de comment on fonctionne, mais je vous invite à revenir vers nous, faire passer le message et on vous expliquera comment on fonctionne et on vous expliquera comment on recrute les étudiants et comment on travaille avec eux pour atteindre leurs objectifs. Et si vous êtes connecté à nos réseaux, dans quelques jours, vous allez voir passer un peu des histoires des étudiants qui sont passés par nous, qui vont témoigner un peu de leur expérience. Donc ça, c'est Chaouri. Je vais vous laisser et on va passer à notre événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Idriss pour cette présentation très efficace et courte de Chaouri et de la prochaine campagne de recrutement. On va maintenant présenter nos intervenants qui vont partager aujourd'hui avec vous leur expérience de l'insertion professionnelle aux Comores. Donc on va commencer par Fakih Abdallah. Fakih, bonjour. Fakih, tu es responsable de l'incubateur Comwork. Pour te présenter brièvement, après ton baccalauréat obtenu aux Comores, tu as ensuite fait tes études supérieures au Maroc en économie et en gestion d'entreprise. Puis tu as commencé ton expérience professionnelle au Maroc, où tu as travaillé 2 ans pour WebHelp Maroc en tant que contrôleur qualité, avant de rentrer aux Comores et d'exercer la même profession à la BIC. Tu as ensuite intégré Comwork comme chargé d'accompagnement, puis ensuite comme gérant de l'incubateur. Merci d'accepter de participer à ce webinaire. Je t'en prie. Ensuite, nous avons Nasma. Nasma, bonjour. Nasma, tu es chef de département développement et innovation à l'ANADEN aux Comores, donc l'ANADEN qui veut dire Agence nationale de développement du numérique, et tu occupes ce poste depuis 2 ans et demi. Auparavant, tu as fait des études de management avec un master double diplôme en entrepreneuriat et développement international à l'ESCA, École de management au Maroc et à Grenoble en France. Tu es aussi présidente de Synergie Comores, qui est une association de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Ravi.
Troisième intervenante, Adidja. Adidja, toi, tu as fait toute ta scolarité en France, où tu as été diplômée en ingénierie mécanique. Tu as ensuite travaillé en bureau d'études calcul pour Volvo Truck à Lyon. Et tu as rejoint Eiffage, où tu as travaillé comme ingénieur matériel pendant 3 ans, Eiffage aux Comores. Tu es actuellement, après avoir travaillé chez Eiffage, à la tête de ta propre agence de conseil en gestion de projet, et tu es aussi mentor chez Chawiri. C'est bien entendu un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Quatrième intervenant, Nizar Ahamada. Nizar, toi, tu es chirurgien. Tu as fait tes études en Chine de 2004 à 2013 et tu es ensuite rentré aux Comores où tu as travaillé, entre autres, à Moroni, à Mbéni, à Samba. Tu as travaillé pour le Corps de la Paix et tu as travaillé aussi au CHN El Marouf. Actuellement, tu es affecté à l'hôpital de Mitsamiouli et tu fais également des vacations à Mbéni une fois par semaine. On est bien entendu très, très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Il ne répond pas, hein. Il n'est pas encore connecté. Et pour terminer, Nasser. Nasser, bonjour. Donc, toi, tu es responsable technique pour Innovant Comores, donc dans le domaine des énergies renouvelables. Après ta scolarité aux Comores, tu as obtenu ton bac en 2010 et tu as débuté des études en sciences de l'ingénieur, puis un master en conservation de l'énergie et un deuxième master en énergie en France et à La Réunion. Tu as ensuite eu un parcours professionnel assez riche puisque tu as enseigné en collège. Tu as été également assistant-chercheur à La Réunion. À ton retour aux Comores en 2019, tu enseignes aussi un peu à l'Université des Comores en parallèle des activités de recherche que tu mènes conjointement avec l'Université de La Réunion. Et puis en 2020, tu intègres l'entreprise qui t'emploie aujourd'hui. Merci de te joindre à nous. Bonjour et merci. Okay. Donc, on va enchaîner avec la première partie de notre table ronde où on va s'attacher à connaître un peu le parcours de nos intervenants juste avant ou au tout début de leur retour vers les Comores, avec quelques questions sur leur parcours. Donc, on va débuter avec toi, Adidja. Donc, Adidja, toi, tu as fait ta scolarité en France, tu as commencé tes débuts professionnels en France également. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'a motivé à t'installer aux Comores? Quels étaient les facteurs, en fait, qui ont contribué à ce changement professionnel? Alors, en fait, il y en a eu plusieurs. Déjà, mon père, dès petite, nous a un peu mis dans la tête que les Comores, c'était notre pays et qu'il fallait retourner y habiter, y travailler. Donc, ce discours-là, je l'ai entendu toute ma vie et ça a commencé à faire mouche à partir de 18-19 ans quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au pays. À ce moment-là aussi, à l'époque, il y avait un phénomène commençait à être médiatisé qui était le phénomène des répats, donc les enfants de la diaspora qui venaient retourner dans leur pays d'origine ou alors dans un pays d'Afrique y travailler. Du coup, cette idée-là de venir travailler aux Comores a émergé et a sérieusement été une idée qui restait en tête. Et j'ai essayé d'adopter mes études par rapport à ça. Au départ, je ne voulais pas forcément venir travailler, rester aux Comores toute ma vie et venir travailler. Je voulais juste y habiter pendant quelques années, que ce soit 5, 6, 7 ans. Et à la fin de mes études, quand j'ai travaillé pendant 1 an à Volvo, ma mission s'est terminée. Et du coup, à ce moment-là, j'étais consultante. Et avant de vouloir signer un CDI et m'établir en France professionnellement, je me suis dit que c'était la bonne idée, la bonne période pour tester la vie en France, la vie aux Comores, pardon, pendant quelques mois, savoir ce qui s'y fait, dans quel domaine je pourrais y travailler et après revenir en France, économiser, travailler, prendre de l'expérience et après repartir aux Comores. Voilà, c'était le cheminement. Merci beaucoup, Adidja, pour ta réponse.
Est-ce que tu peux peut-être expliquer sous quel type de contrat tu étais venu peut-être aux Comores et comment est-ce que tu avais trouvé ce Oui, contrat-là? d'accord. Du coup, comme j'ai dit, j'avais démissionné de ma boîte de consulting à l'époque parce qu'elle était rachetée par une autre boîte. Du coup, pendant 2 mois, j'étais un peu mise de côté et pour moi, je pensais que c'était la bonne période pour pouvoir tester la vie aux Comores pendant quelques temps. Désolée, il y a une mouche là qui m'embête. Et, et du coup, je suis venue aux Comores pendant 4 mois, 4 à 5 mois, en tant que bénévole. J'ai aidé spécialement des jeunes étudiants à préparer leur bac scientifique. Et c'était pendant cette période de césure que j'appelle que j'ai pris connaissance d'une annonce sur le site CiviWeb. À l'époque, c'était CiviWeb, mais cette année, je pense que le nom a changé. Je crois que c'était mon VE ou ma VIA. En gros, c'était FH qui recherchait un ingénieur matériel parce qu'ils avaient un projet de route ici en Grande Comore et à Anjouan. Et donc, j'ai postulé, j'ai passé 3 entretiens, 2 au téléphone et un en physique avec les responsables. Et finalement, ils m'ont jugé apte à exercer ce métier-là. Et du coup, je suis venue ici aux Comores pendant 2 ans en tant que VIE, volontaire international en entreprise. Et j'ai terminé le projet avec un contrat local de 1 an. Et du coup, ce poste que tu as eu en VIE, c'était le même poste que tu exerçais en France? Non, 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 non. Ce poste-là, en fait, c'était le domaine de la mécanique. C'était mon domaine d'études. Mais quand je le dis souvent, en école, on apprend plus à résoudre des équations. Du coup, je travaillais plus en bureau d'études. Alors qu'ici, j'étais plus dans le côté technique pur. C'est-à-dire qu'on avait je travaillais dans le service matériel. Le but du service, c'était de faire en sorte que les engins de construction allaient sur le chantier et fonctionnaient correctement. Du coup, il y avait toute une partie gestion de personnel et une partie gestion de la machine en elle-même. Je n'avais pas forcément les connaissances au départ, mais comme j'avais fait des études en mécanique, mes responsables m'ont dit que j'allais avoir les compétences intellectuelles pour pouvoir apprendre le métier facilement et assurer le poste. Et c'est ce qui s'est fait durant 3 ans. Bah, vas-y, toi d'abord, t'as fait. Très bien. Merci beaucoup, Adja, pour ta réponse qui fait un pont en fait avec la question suivante. Qui du coup maintenant s'adresse plus à Faki et à Nasma. Comment avez-vous trouvé votre premier emploi aux Comores et s'il est différent de votre emploi actuel? On va commencer par Faki. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, quand j'ai trouvé mon premier emploi aux Comores, donc je suis rentré l'année dernière, en janvier 2021. Du coup, ma parcours classique, hein, j'ai constitué mon dossier, CV, diplôme. J'ai commencé à déposer un peu partout, donc plus spécialement dans les institutions financières, donc les banques. Du coup, c'est la BIC Comore qui a répondu en premier, qui m'a contacté parce que justement, vu que ça a été racheté, la BIC était gérée par BNP, mais ça a été racheté par le nouveau groupe ivoirien Atlantic Financial Group. Ils avaient créé un nouveau service au sein du siège, donc c'était le service organisation, procédure et qualité. Et puisque sur mon CV, ils avaient vu que j'avais bossé dans le contrôle qualité, mon profil leur a intéressé, ce qui fait qu'ils m'ont contacté pour me proposer d'intégrer ce service en tant que contrôleur qualité, de gérer le contrôle qualité et de développer le service. Donc, j'ai dû accepter parce que c'était la première offre. Entre-temps, j'ai eu des réponses, mais j'étais déjà à la BIC. Mais pendant ma période d'essai, je me suis vite rendu compte que le dynamisme et le système bancaire aux Comores ne me plaisait pas du tout. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise.
Du coup, j'avais décidé à la fin de ma période d'essai de quitter sur un coup de tête. Et entre-temps, j'ai fait la connaissance par hasard, hein, du fondateur de Comwork. On a discuté et il s'est avéré qu'il y avait un poste vacant de chargé d'accompagnement. J'ai postulé, on a passé l'entretien et ça s'est fait. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'incubateur au sein de Comwork où on fait de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. D'accord, donc en fait, au départ, tu t'es vraiment allé taper aux portes en fait, des institutions qui, selon toi, voilà, correspondaient à ce que tu voulais au départ. C'était vraiment, tu voulais Exactement. tu voulais un poste dans ces institutions-là, donc tu t'es donné, quoi. Exactement. Parce qu'en même temps, les banques ici, c'est les institutions auxquelles il y a une forte activité. Et du coup, la plupart des banques recrutent beaucoup. Donc, moi, j'ai tenté. Hein, j'ai déposé, je pense que j'ai déposé j'avais déposé à la BIC, la BFC, à Exim Bank et aussi à la même filiale que la BIC, mais c'était la filière assurance, donc AFG Assurance. Et c'est la BIC qui m'a contacté en premier. Les autres, ils m'ont contacté bien après, mais j'étais déjà à la BIC. Très bien, merci Fakir pour ta réponse. Inès, je crois que tu voulais poser une question. Non, c'était ça ma question, si c'était concentré exclusivement sur les banques et à combien de banques il s'était adressé. Ah oui, j'avais aussi postulé à la SNPSF. Ils avaient et c'est toujours d'actualité, ils avaient un projet de scission des deux structures parce qu'à la SNPSF, ils ont un service postal et aussi un service bancaire. Mais là, ils ont un projet de séparation. Et du coup, ils m'avaient proposé d'intégrer la banque après le projet de scission. Mais excusez-moi, c'est la SNPSF qui m'a répondu en premier. Mais puisque le projet il est toujours en cours, il n'y a rien qui a été fait, j'ai dû intégrer la BIC qui était déjà en place. D'accord, merci pour les précisions. On t'écoute, Nasma, pour ton retour d'expérience sur ton premier emploi aux Comores, qui est ton emploi actuel d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Alors moi, je commencerai plutôt par dire mes premiers débuts dans le monde professionnel, carrément pas forcément mon premier emploi, parce que c'était plus un enchaînement en fait d'événements jusqu'à mon premier emploi. En fait, moi, quand je suis rentrée aux Comores en août 2019, j'étais dans deux dilemmes, soit celui d'entreprendre directement vu que j'ai fait des études en entrepreneuriat, ou commencer par acquérir de l'expérience avant de me lancer. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai été marquée par trois éléments clés qui ont été vraiment des facteurs importants dans mon insertion professionnelle. C'est la création de Comwork, Comorlab et puis Anaden. Parce que vu que j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat au Maroc, je voyais plusieurs choses, plusieurs éléments de ce genre. Et voir qu'au Comores, il y avait ça je me suis dit que ça commence à bouger et du coup, ça m'a donné de l'espoir, moi, en rentrant. Et du coup, j'étais vraiment à l'affût de tout. Donc, quand je suis rentrée, j'étais abonnée déjà à la Gazette pour que je sois à l'affût de tous les offres d'emploi et j'ai postulé un peu partout, comme le disait Fakir tout à l'heure. Et ce qui a été vraiment un élément déclencheur dans mon insertion professionnelle, c'est un concours auquel j'ai participé. C'était le Global Startup Weekend for Women qui a été organisé par Comorlab. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur de tout parce que quand j'ai participé à ce concours-là, c'est à ce concours déjà que j'ai rencontré la présidente de Synergie Jeune Comores et enfin la présidente qui était à l'époque parce qu'actuellement du coup c'est moi et du coup en fait cette rencontre-là a permis de faire mes premiers pas déjà dans le monde professionnel même si c'était pas forcément un emploi et ça m'a permis de me créer un réseau. Ce concours-là a également permis de m'ouvrir des portes dans plusieurs activités. J'ai participé à des ateliers et entre-temps, j'avais postulé du coup à l'ANADEN vu que ça m'intéressait beaucoup. Mais entre le temps que j'ai postulé
Et le temps que j'ai été recrutée, du temps s'est passé. Moi-même, j'avais oublié que j'avais postulé pour l'ANADEN. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me créer un réseau avant d'être appelée pour faire mon entretien à l'ANADEN. Et le fait que dans ce laps de temps, en fait, j'étais vraiment à l'affût de tout, je participais à tout. Ça a permis lors de mon entretien à ce que déjà, même si je venais d'arriver aux Comores, mais les gens qui étaient en fait dans l'agence à l'ANADEN, ils avaient déjà entendu parler de moi, ils me connaissaient. Et du coup, au cours de l'entretien, ça a facilité mon insertion. Donc, j'ai d'abord été recrutée en tant que consultante dans le département que j'exerce aujourd'hui. Et quelques mois après, j'ai été nommée en tant que chef de département. Donc, c'est vraiment un enchaînement d'événements qui a permis à ce que je découvre déjà mon premier emploi et que je sois recrutée. Très bien, merci beaucoup Nasma pour ton retour d'expérience qui souligne en plus l'importance de se créer un réseau et d'avoir un réseau et comment cette création de réseau t'a vraiment aidé à obtenir cet emploi au sein de l'ANADEN. Dernière question pour cette partie-là qui s'adresse plus spécifiquement donc à Fakir et à Nasser. Donc, vous deux, vous avez étudié à l'étranger et vous avez également exercé dans le pays où vous avez fait vos études avant de rentrer. Est-ce que ces expériences professionnelles, elles étaient tournées de façon à acquérir de l'expérience pour pouvoir vous préparer au retour, ou est-ce que c'était des opportunités qui vous étaient données à un instant T et ce n'était pas forcément orienté dans le but de rentrer aux Comores? On va commencer peut-être par Nasser. Ah, d'accord. De base, à Madelouamba, j'ai eu mon bac. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. J'ai eu mon bac, c'était en 2010. Donc là, je partais, je quittais le pays, mais dans ma tête, je savais que je quittais pour retourner, soit Harmama Hamitsan, ou Harmama Hafkar, ou Harmakume. Donc, de base, ndizo sikane fikira ukana ngamwendo nasome ni rejei. Donc, huenda madelo hamba tisomo mbabi tifanya misomo mbabi la Réunion, tiroha tiende ula tiende Faransa tisomo hiyo tifanya master hiyo professionnel hiyo tirdi tirejei ti latamna wakati mbabi Faransa tirejei la Réunion tikaujani fanye stage ama laboratoire de recherche donc tirejei la Réunion unatimize misomo yangu tikati recruiter wa harma laboratoire kaude na kaufanya stage yangu ya mwisho tikaufanya hazi da minao donc tifanya hazi hata wakati weze kontra zangu za hisa njakapre wa urantre Komori parce que ama delimjuao na shioni katimize misomo wao wanazioni washashikao wojua zenogukao dwanzo wafanye dukutika ulasamba wakati mbavi tikatibaki ho njakarango donc tipostule titahazi kaufanya madeli wazeni sabo ama introduction yaho tika recruteur dans l'enseignement tika usome sa collège tika usome sa mathématiques na matière tiko para technologie. Donc du coup pour moi yazi na kaufanya hiyo njakaifanya hau anzani akelise experience tikaufanya parce que vide waka vide njakana nguzufanya njakaujua que voilà zikaubidi niishi na hizo pia na mrahunde mapesa ya rumie donc tikaufanya hazi voilà ilinunde mapesa en quelque sorte sha ukahangu à l'étranger expérience et hazika utifanya tika expérience ngarjombe c'est des laboratoires parce que tika au laboratoire j'avais un projet de thèse, 40 projet de thèse et tout. J'avais postulé pour des financements. Il y a le conseil régional, il y a la Réunion Aizupia. Donc, on ne pas ça. Mais au final, quand tu postules à ma bourse, il y a Chifaranta qui pour la bourse CIF. C'est une bourse où il y a études pour en entreprise et un laboratoire. Finalement, je l'ai eu, je pense, 2 ans après. J'ai eu la bourse, mais quand tu changes de projet, tu refuses en quelque sorte. Donc, ça, c'est qu'à l'étranger, et zazina kaufanya nzima bahidi ya laboratoire ikao tikaoifanya ilingi prépare il n'y a quelle expérience ikao tikandanje ni rumeba dans le domaine de l'enseignement et de la recherche parce que wana javan tikaofanya à l'université na continuer les recherches d'amener équipe yuko la Réunion kao rifanya zizinji. J'ai eu pas mal de publications, 5 je pense, rifanya republier chez haziza saya c'était juste hazi ili mruya hunde mapesa ya enshi baki binadamu et que d'autant plus après misomo si postule EDF na zopia
amma zai sites ko publier zai indriny zai recrutement zai poste donc njaparunda avis favorable donc du coup amade limjo ni mlehu faransa et secteur kao yo recruter à coup c'est l'enseignement ata banga mona aux les abarisio donc à notre époque il y a 85 ans ma jeune immigré ou ma jeune étranger kao ka faransa consoma et kao atimizo wonjo kao bufirke ndarma et domaine de l'enseignement ce qui était mon cas. Très bien, merci beaucoup Nasser pour ce retour. Juste un court résumé pour les personnes qui ne comprendraient pas le Shingadija. Ce que Nasser a expliqué, c'est que donc il avait travaillé dans l'enseignement principalement quand il était en France, que le but c'était pas forcément de préparer un retour vers les Comores avec cette expérience professionnelle-là, mais c'était des opportunités avec on dirait un recrutement facile et qui lui permettait de pouvoir avoir une vie et d'avoir un revenu convenable pour pouvoir vivre en attendant de rentrer, que de toute façon son but était de rentrer à partir du moment où il était parti des Comores. Et Faki, pour toi, comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as préparé, enfin comment est-ce que tu as vécu cette expérience professionnelle au Maroc? Donc tu as été 2 ans contrôleur qualité chez Webhelp Maroc. Est-ce que c'était vraiment dans un but de te préparer au retour ou c'était comme Nasser une opportunité dans ce pays-là qui t'a permis de vivre décemment à ce moment-là? Alors, c'est un peu atypique dans le sens où moi, à la base, quand je suis venu au Maroc, donc, je ne l'avais pas mentionné, mais j'ai d'abord commencé des études de sciences physiques. J'ai fait 3 ans sciences physiques, mais avec le temps, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai dû changer pour me réorienter en économie. Donc, j'ai fait une licence en économie, un master 1 en stratégie financière et un master 2 en gestion d'entreprise. Mais après mes études, je n'avais aucune expérience. Donc, j'ai un bac plus 5, mais avec 0 expérience. Et j'avais un ancien collègue de fac de l'époque de la physique qui, lui, bossait à Webhelp Maroc, mais en tant que… il bossait dans le service technique. Et c'est lui qui m'a proposé de rejoindre Webhelp puisque le service commercial, du coup, recrutait. Et j'ai postulé, le profil a intéressé et j'ai intégré l'équipe, mais dans le service commercial où j'ai débuté en tant que conseiller client, mais j'ai dû évoluer assez rapidement en tant que contrôleur qualité. Donc voilà, et pour moi, c'était surtout… j'ai dû travailler au Maroc avant de rentrer aux Comores parce que pour moi, c'était essentiel et primordial d'avoir un certain bagage, d'avoir une certaine expérience dans le monde professionnel afin que je ne me retrouve pas un peu perdu dans l'insertion professionnelle aux Comores. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Faki, avec du coup une expérience qui est un peu différente de celle de Nasser. On va passer à la diapositive suivante. Donc pour cette deuxième partie, on va s'intéresser plus particulièrement vraiment à l'insertion professionnelle vraiment au quotidien, on va dire, le monde professionnel quotidien aux Comores. Donc on va d'abord commencer par Nizar. Donc, Nizar, merci d'être parmi nous. Tu as étudié, toi, en Chine avant, en tant que médecin et que chirurgien. Du coup, tu as étudié dans un pays qui a un système de santé et un plateau technique qui est très différent, très différent des Comores, forcément. Comment tu as pu en fait t'adapter à ton nouvel environnement de travail et surtout un environnement de soins différent du fait des moyens techniques qui sont très différents? Bon, je pense que c'était comme les autres une expérience qui est quand même un peu intéressante parce que si tu travailles dans un pays ou bien tu étudies dans un pays où
il y a trop de facilité. Et ensuite, tu dois revenir dans un pays comme la nôtre. Là, il y a vraiment des étapes. D'abord, vous savez bien que la Chine avait presque les moyens de bosser et il n'y avait rien qui manquait sur le plateau. Toutefois, vu le pays où j'allais retourner, il fallait beaucoup plus que je me base sur la pratique, beaucoup plus que les recherches, parce que vous savez bien que les recherches scientifiques coûtent cher. Donc, ce qui était difficile pour nous d'acquérir ce genre de domaine, cela veut dire travailler beaucoup plus sur les labos, mais moi, je me basais beaucoup plus sur la clinique. Donc, là, depuis ma 3e année jusqu'à finir, donc je restais presque tous les jours à l'hôpital. Donc là, j'ai pu gagner quand même un peu d'expérience de travail sur le milieu hospitalier. Toutefois, une fois aux Comores, il y a eu, je pense pour moi, 2 ou 3 phases. Il fallait avoir d'abord une phase d'observation parce que d'abord, vous savez bien que dans le système sanitaire, l'hiérarchie est rare. Cela veut dire que vous ne savez pas qui fait quoi, donc il faut parfois vraiment s'adapter à leurs conditions de travail et parfois accéder à d'autres tâches qui ne te conviennent pas. Et puis essayer d'observer le milieu. Qu'est-ce qui manque par rapport au pays que tu étais en train d'apprendre. Donc, et puis, il y a une deuxième phase qui est trop importante, une sacrifice du temps, qu'il faut vraiment passer du temps, surtout chez nous à l'hôpital. Moi, j'ai beaucoup passé du temps à l'hôpital. Bien sûr, c'était avant que je me marie. Donc là, j'ai eu largement le temps. Je partais à l'hôpital de 8 heures, juste le temps d'aller manger, revenir jusqu'à 23 heures minuit. C'est les jours où je ne suis pas de garde. Donc là, les jours que je suis de garde, c'était quand même un peu difficile. Et puis, être patient. Pourquoi être patient? Parce que tu viens avec ton diplôme, mais le milieu ne te reconnaît pas que vous êtes quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Donc là, il faut être patient parce que si je parle de ça, j'étais de retour depuis 2013. Il fallait attendre jusqu'à 2019 pour que je sois recru. Donc, vous pouvez imaginer cette patience. Par là, il fallait gagner un peu des contrats ici et là-bas, mais il fallait attendre jusqu'en 2019 pour que je sois recru. Et là, avec un salaire qui ne dépasse même pas les 300 euros. Donc, imaginez cette patience, attendre plus de 6 ans et ensuite venir gagner cette maigre salaire. Mais tu dois quand même te chercher parce que vous savez bien que le pays a besoin de nous. Et puis, il y a encore une dernière partie, avoir un peu de chance, ce qui m'est arrivé parce que à mon arrivée, j'ai eu la chance d'être encadré en premier par Dr Mohamed Abdallah. Faki, par là, doit être un peu fier parce que c'est son père. Donc, Dr Mohamed Abdallah m'a bien encadré. Et ensuite, j'ai eu l'accord du Dr Ada, Dr Beniman, pour pouvoir m'encadrer sur l'école Comore. Ce n'est pas l'université que j'apprenais là-bas. Il y a la phase Comore qu'il faut bien apprendre, donc comprendre le pays. Il y a les mentalités et tout ça. Donc, le Comorien est différent des autres, donc ce sont des choses que tu apprends. Donc, ce qui m'a permis de suivre Dr Mohamed Abdallah durant mes premiers 6 mois. J'étais avec lui, ses consultations, ses interventions, pour essayer de gagner plus d'expérience et de confiance et pouvoir aller vers l'avant. Merci, docteur. J'ai une question à ce sujet, Nizar. Donc, tu disais que donc, il fallait vraiment faire preuve de patience parce que au départ, personne ne te connaît et on veut être sûr que tu as vraiment les compétences avant de te donner des postes qui conviennent. Est-ce que tu penses que le pays dans lequel tu as fait tes études, est-ce que le fait d'avoir fait tes études en Chine, est-ce que tu penses que ça t'a favorisé, défavorisé dans ce cas-là, ou que ça n'a pas forcément eu d'impact? Je pense qu'il y a eu toujours d'impact parce que vous savez bien que les Chinois, les études sont tous en chinois. J'ai eu la chance d'avant ça. J'ai fait l'université de Pékin, langue et culture. Et là, je suis sorti avec un diplôme. Et là, je suis parti et j'ai encore insisté à faire mes études en chinois. J'ai défendu ma thèse en chinois.
bien que je parlais l'anglais, je parlais le français, mais je pense que c'était un moyen. Là, d'ailleurs, s'il y a des étudiants chinois qui nous suivent, je vous encourage beaucoup plus parce que le malade chinois, par exemple, lui, il ne parle que chinois. Donc, et savoir ce qu'il dit, comment il décrit ses mots de peine, c'est très important de comprendre ce qu'il apprend, ce qu'il parle, donc, ou bien ce qu'il dit. Donc, ce qui fait qu'une fois au Comores, là, je suis resté dans une période d'observation parce que j'ai voulu essayer d'échanger un peu de logiciel. Donc, en quelque sorte, je ne suis ni francophone ni anglophone, peut-être je dirais beaucoup plus chinophone qu'autre langue. Donc, ça a eu des impacts, mais je pense que du moment où, tant que chirurgien, j'ai eu la main qui est pratique, il n'y a pas eu vraiment une grande différence. C'est une question de s'adresser en langue française qu'on parle, mais vous savez bien, on essaye de jouer avec le temps et avec le temps, tu gagnes d'expérience et tu sais comment affronter ce genre de défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Du coup, la deuxième question est adressée à Nasma, mais pas seulement, je pense que Adidja aussi, tu pourras partager aussi peut-être ton expérience. Donc, la question est de savoir, justement, en tant que chef de département à la NADEN, est-ce que tu as, ou de manière générale d'ailleurs dans ta vie professionnelle aux Comores, est-ce que tu as rencontré des difficultés liées au fait que tu sois une femme à un poste important? Je vais peut-être commencer du coup par Nasma. D'accord. Honnêtement, moi, non. C'est pas forcément le fait que je sois une femme, mais je dirais c'est plutôt le fait d'être jeune et directement occuper un poste pareil. Mais en fait, la difficulté, c'était, je vais dire, plus à mon niveau, en fait. C'était plus à mon niveau. C'est moi-même qui devais m'investir à 1000% parce que je me disais que je suis jeune et que j'occupe un poste qui est assez, enfin, qui demande beaucoup. Donc, je devais déjà m'imprégner du poste et des missions, sachant que je suis de nature très timide. Et du coup, enfin, en tout cas, les débuts, c'est une période où je dormais presque pas parce que voilà, je travaillais beaucoup, je voulais faire mes preuves dans le milieu. Donc, en soi, je dirais pas du tout en tant que femme, mais plus en tant que jeune. Et sachant que être chef de département, en tout cas à l'Agence nationale de développement du numérique, ça demandait aussi à aller s'imposer devant de grandes autorités, devant de grands cadres qui ont, eux, plus d'expérience, on va dire. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Et j'ai travaillé dessus afin de faire mes marques, de m'imposer et de vraiment apporter la valeur que j'ai dans mon département. Donc, c'était plus à ce niveau-là, mais pas du fait que je sois une femme. En tout cas, je ne l'ai pas senti. Super, merci beaucoup pour son retour. Et puis, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, de se dire que si tu ne l'as pas ressenti. Est-ce que, Adidja, peut-être pendant ton VIE, par exemple, alors du coup, maintenant, tu es indépendante, ça peut peut-être moins jouer, mais maintenant que je le dis, en fait, au contraire, il faut savoir s'imposer et savoir aussi se faire son marché quand on est indépendant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu rencontrer comme problématique? En tant que femme, non. En tout cas, à FA, je n'ai pas eu spécialement de problème à m'imposer en tant que femme. Mais par contre, c'était plutôt le statut femme non mariée qui m'a posé beaucoup de soucis. Professionnellement, non. Mais bon, vous savez, il y a le professionnel et la vie autour. Et c'est vrai que tous les matins ou tous les soirs, ou enfin bref, qu'on vienne te poser la question, alors quand est-ce que c'est le mariage ou est-ce que ton mari va bien, à un moment donné, ça commence un peu à casser la tête. Et j'ai aussi eu ce problème-là, notamment avec, parce que je travaille à FA, je travaille avec beaucoup d'étrangers, avec un consultant qui était venu réparer une machine particulière et qui m'a fait un peu la remarque devant tout le monde, non, mais comment ça se fait que, bon, j'avais 28 ans à l'époque, 28 ans passés, t'es toujours pas marié. Bon, le sujet revenait très souvent sur le tapis. Donc voilà, ce n'était pas vraiment le statut de femme qui posait problème, mais le statut de femme qui n'était pas du tout mariée, enfin, qui n'est toujours pas là d'ailleurs. Et en tant qu'indépendante, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré de soucis. Donc, bon, je suis indépendante que depuis quelques mois, donc je n'ai pas encore vu l'état du problème, mais en tout cas, je n'ai pas encore rencontré ce souci-là. D'accord,
Merci beaucoup en tout cas pour ton retour. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de table pour parler en fait de manière plus générale dans votre quotidien, pour partager avec l'audience quels sont selon vous vos principaux challenges qui sont spécifiques à la vie professionnelle aux Comores et aussi les principaux avantages à exercer aux Comores. Je propose qu'on commence par Nasser. Oui, Oui, mon cher. oui, on t'entend. D'accord, en principal, attends, j'ai perdu la question. Challenge. Challenge, en fait, arma métier hangu, surtout côté professionnel. Et métier hangu, nous, on est des producteurs actuellement. En Fagnoise, c'est une société française. Nous sommes des producteurs d'énergie. Donc, challenge yangu dans ce domaine-là, c'est que ni Fagnoise d'amna des clients, par exemple, en tout cas, si vous faites des notamment la Sonelec et tout, parce que c'est un peu difficile et quand vous avez un environnement où il est vertical et que ton collègue ou la personne avec qui tu dois travailler avec, pour elle, ça doit être horizontal. Donc, c'est la contrainte que j'ai tout le temps. Donc, c'est le challenge que je remonte tous les jours. C'est que les partenaires, des fois, les communautés, il n'y a pas que la Sonelec seulement, parce que côté technique, c'est la Sonelec, parce que si vous programmez Wadzima et les mais il y a aussi côté côté social, donc surtout et les énergies renouvelables et tout ça. Nous, c'est la première expérience surtout au niveau de la Grande Comore. Donc, nous avons et les partenaires et midi et donc du coup, le challenge c'est que voilà, tous les jours, Shileata, Rike en phase, Daminao, Rielewane, Zenogo, il livre Fanyazi Wadzima. Et en deuxième point, les avantages, c'est que, et avantage à moi, c'est que on gagne parce que Amadel Namambian, pour Havan, on est différents à nos pays, Tika, on est dini, Chanja Kauji, santé moi, parce que pour moi, si Zalavan, Njadu Dwau, Njadu Mimi, personnellement, Njadu Shinani Shindo Mahala Rajina, Susi Dahunu Hatu Komor. Donc, du coup, il y a des avantages à moi, ngam exercer et avantage à Billy, c'est que ngam fanyo métier kao ngiyumuhim la fourniture et l'électricité, et donc donc le fait que tu dis par sakana, je fais parmi nos one du chaos, vrai on va faire hazi il dit et problème une primaire, il y a une société comorienne chinderi répondre, donc c'est le désavantage que à mi parce que nous chinda si on kana ngam jibo mahutajio na izupia, donc parmi les avantages, tu dois qu'il y a avantage parce que avantage on peut prendre comme un avantage, mais avantage c'est que ngamohat, donc du coup on a aussi lifu winji rana wandukao bungo exercer bonze à l'étranger quoi. Voilà, en quelques mots je les ai. Merci beaucoup Nasser. On va continuer le tour de table avec Nasma. Oui. Alors, moi, mon plus gros challenge au début, c'était déjà de faire mes premiers pas. Parce que passer des années à l'étranger et revenir après beaucoup de temps, c'est comme un bébé en fait qui apprend à marcher. Donc, le premier challenge, c'était ça, c'est de faire les premiers pas, de savoir vraiment ce que je voulais et dans quel cadre je voulais évoluer professionnellement. Ensuite, le deuxième challenge, ça a été vraiment de m'imprégner du monde du numérique. Parce que même si c'est vrai qu'on vit dans un monde numérique, digitalisé, etc., mais moi, j'ai un profil entrepreneuriat, innovation, business stratégie. C'est vrai que j'allais évoluer dans un poste qui est rallié à ce que j'ai fait comme étude, mais c'est un secteur qui est différent. Donc, le challenge, c'était vraiment de comprendre le monde du numérique, de voir comment ça se passait, parce que j'étais amenée à proposer des stratégies, à proposer des projets, et pour que je puisse faire ça, il fallait vraiment que je sois à même de comprendre ce que c'était pour pouvoir le proposer aux gens. Donc, c'était ça mon deuxième challenge.
Et comme principal avantage, il l'a dit, hein, c'est d'être chez soi. Il y a rien de mieux. Et je trouve que quelles que soient en fait les difficultés qu'on rencontre, mais être chez soi, c'est vraiment apaisant et ça diminue un degré de pression. Ensuite, il y a le fait que tu es en train de contribuer, quel que soit le domaine, tu es en train de contribuer au développement de ton pays, d'apporter de la valeur à ton pays. Et je trouve que ça, bah, il y a pas mieux que ça. En fait, savoir que tu es parti faire des études et que tu es revenu pour servir ton pays, quel que soit que tu sois dans le privé ou dans le public, c'était super important pour moi en tout cas, et c'est ma vision des choses. Et pour moi, c'est un super avantage. Merci Nasma. Ça rejoint bien ce que disait Nasser tout à l'heure. Docteur Nizar, peut-être ton retour sur les principaux challenges et les avantages? Bon, moi, je pense que, comme les autres, sur notre domaine, il y a un challenge entre, bon, on disait un défi, si je ne me trompe pas. Il y a d'abord en premier le défi de culture. Pourquoi? Parce que le malade comorien est différent des autres malades, parce que le malade comorien, lui, repose sur les on-dit. Mon voisin m'a dit que si tu prends, et puis un jour j'étais à l'étranger, le médecin étranger m'a dit si je prends, en quelque sorte, le malade comorien veut imposer sa prescription, mais il ne le fait pas à la maison, mais il veut venir que toi tu écris et tu signes à son nom, bon, parce que ça c'est un défi. Donc le malade comorien est parfois un peu compliqué, donc il essaye d'imposer ces choses. Et puis, à part la culture, il y a un défi d'équipement pour poser un diagnostic en bref délai. C'est un problème du gouvernement ou bien de l'État qui doit régler ça. Parce que ici, encore une fois, le médecin comorien, ce n'est pas parce que je suis du domaine, mais je dirais qu'il travaille beaucoup plus son cerveau que les examens paracliniques qu'on lui donne parce que il n'a pas assez des équipements pour l'aider au diagnostic. Je prends un exemple tout court. Beaucoup de familles, s'ils viennent à l'hôpital et tu leur prescris un scanner, s'ils se forcent de faire, peut-être en revenant, tu vas leur prescrire du paracétamol, ils ne vont pas pouvoir acheter. Donc là, c'est quelque chose que tu dois vraiment penser au malade qui est devant toi. Or que tu ne devrais pas avoir cette hésitation de prescrire, mais parfois tu as des malades que même le droit de consultation, ils n'arrivent pas à accomplir. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un déficit du personnel parce que je vais prendre un exemple personnel. Actuellement, je suis le seul chirurgien qui desserve Mitsami Ulimbude, Mwanku Amame, Washili Dimani. Il y a le docteur Adam de Mitsami, lui, qui parfois passe à l'hôpital de Mbeni. Donc là, je peux vous dire que parfois, je peux aller jusqu'à 40 personnes par jour. Ça, c'est beaucoup. Vous savez bien que c'est beaucoup. Donc, il y a ce défi à relever. Il n'y a pas assez de gens ou bien il y a une mauvaise gestion de ressources humaines parce que presque il y a pas mal de chirurgiens qui sont concentrés à Moroni. L'hôpital de Fumbuni n'a pas on a envoyé des chirurgiens, mais jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à travailler. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. Et puis, il y a encore, peut-être j'ai oublié sur la partie culture, un problème de culture. Un malade qui peut t'appeler, aujourd'hui on est dimanche, il t'appelle à 23 heures pour te demander, docteur, est-ce que le mercredi tu seras à la clinique ou bien tu seras à l'hôpital public? Donc, c'est à 23 heures, c'est quelque chose qui peut attendre jusqu'au matin. 23 heures, je suis prêt, moi je décroche tous les téléphones, à toutes les heures. C'est ça qui me dérange un peu, mais c'est moi, c'est personnel. Donc, si on te fait ça, c'est un problème de culture parce que normalement, on doit t'appeler à 23 heures pour urgence vitale ou bien urgence qui ne peut pas attendre.
Et puis, il y a un problème de recrutement. Ça revient à l'État. Je vous ai bien dit, je suis revenu en 2013. Et là, c'est en 2019 que j'étais recru. Et puis, il y a un mélange de politique, la politique et le milieu professionnel. Parfois, on te sanctionne parce que tu n'es pas du avis de tel ou tel ou tel, ou bien au village, tu n'as pas soutenu une personne. Et puis, pour les avantages, encore une fois, je me rejoins à Nasser et Nasma. Moi, d'abord, je suis content d'être près de la famille. Je suis mieux chez moi. Je me rappelle, lorsque j'ai terminé mes études, je parlais 4 langues à ce moment-là, 4 à 5 langues. On m'a proposé de rester seulement avec mes langues, les langues que je parlais, je pourrais travailler en Chine. Mais pour moi, rester en Chine, je vais peut-être regarder 1000 patients, mais ici, si je regarde 10, là, j'ai quand même gagné sur ma population. Je suis fier de servir mon pays. Et puis, vous représentez en quelque sorte une fierté familiale. Parce que si ta famille attend que tel ou tel travaille dans tel, c'est une fierté. Et puis, encore une fois, chez soi, vous avez beaucoup plus de bonnes connexions qu'ailleurs. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que les challenges comme les avantages se rejoignent beaucoup, notamment sur les questions d'adaptation pour les challenges et le plaisir d'être chez soi pour les avantages. On continue avec Fatih. Alors, moi, pour ma part, du coup, les principaux challenges que j'ai rencontrés au niveau de mon parcours professionnel, donc c'est surtout une question d'adaptation. Parce qu'à mon arrivée ici, j'ai bien entendu intégré la BIC en tant que contrôleur qualité, bien que parce que j'ai une expérience dans le contrôle qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était deux institutions différentes, parce que moi, j'étais plus dans un service commercial et à la banque, c'est le contrôle qualité de toute la banque, donc des procédures bancaires. Et alors que je n'avais aucune expérience dans tout ce qui est système bancaire. Donc, c'était surtout un challenge où je devais m'adapter, essayer d'adapter mon expérience et ce qui se propose dans ma nouvelle institution afin de pouvoir proposer et m'affirmer. Voilà. Et le deuxième challenge, c'est en intégrant Comwork. J'ai intégré Comwork en tant que chargé d'accompagnement. Donc, j'accompagne essentiellement des porteurs de projets et des entreprises. Et donc, c'est plutôt plus axé sur l'entrepreneuriat, alors que je n'avais encore une fois pas du tout d'expérience dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est juste que je pouvais uniquement m'affirmer du fait que, en parallèle de mon boulot, quand j'étais au Maroc, j'avais aussi entrepris avec deux associés. Donc, j'ai une expérience dans l'entrepreneuriat, mais en tant qu'entrepreneur, mais pas en tant qu'accompagnateur. Donc, je devais aussi m'affirmer afin de pouvoir proposer quelque chose qui serait optimal à ce qu'on m'a demandé de faire. Donc voilà. Et pour ce qui est des principaux avantages, je rejoins les autres. Donc, c'est surtout parce que, bon, moi, j'ai grandi aux Comores, je suis né aux Comores, j'ai grandi aux Comores, donc mes racines sont aux Comores, donc je ne me voyais pas vivre dans un environnement autre que les Comores. Après mes études, donc j'avais en tête que j'allais rentrer aux Comores, aller exercer aux Comores, et de plus, c'est surtout une manière pour moi d'apporter à mon échelle ma contribution au bon développement de mon pays. Donc, c'est ça les principaux avantages à exercer au Comores. Merci beaucoup. On finit du coup avec Adidja, tes challenges et tes avantages. Alors, pour les challenges, quand je travaillais chez Eiffage, on a eu un gros problème de recrutement.
il y a un gros problème de formation ici aux Comores qui fait qu'on n'a pas réussi à recruter les bonnes personnes au bon endroit. Typiquement, c'est travailler au service mécanique, du coup, on recrutait des mécaniciens. Et les mécaniciens d'ici ne savent que réparer des voitures. On cherchait des gens capables de réparer des camions, des bulldozers, des concasseurs, etc. Ça a été très, très difficile. On a pu former quelques personnes, mais ce sont des métiers qui demandent plusieurs années d'expérience avant d'être opérationnels. Du coup, Eiffage avait décidé de former quelques Comoriens et de recruter à l'extérieur, principalement des Malgaches et des personnes issues de l'Afrique, du continent africain, pour pouvoir exercer ces métiers-là. Donc, c'est un gros challenge, la formation et la gestion du personnel. On a eu aussi un deuxième challenge qui était l'insularité du pays et qui rejoint un peu le fait qu'il n'y ait pas de mécaniciens qualifiés pour réparer des engins de construction. C'est que toutes les pièces détachées on devait quasiment les importer de l'extérieur. Sur place, on avait très peu de fournisseurs qui fournissaient ces pièces-là. Du coup, pour une panne qui devait durer quelques heures, le temps d'aller en ville, acheter une pièce et la faire réparer, elle peut durer 1 ou 2 semaines, le temps de chercher des fournisseurs à l'extérieur, le faire venir, passer les douanes, aller chez le ministère, signer le papier d'exonération des douanes et délivrer et récupérer la pièce en question. Du coup, c'était un gros challenge qui a fait que le travail était assez compliqué et qui a fait que je me suis aussi un peu lancé, j'ai décidé de me lancer dans la gestion de projet avec H Consulting parce que, en fait, c'était des questions auxquelles on n'y pense pas, surtout, c'était des Français auxquels ils n'y pensaient pas parce qu'en France, tu as des fournisseurs un peu partout, alors qu'ici, aux Comores, ce n'est pas du tout la même manière de faire et du coup, des pannes qui devaient durer très peu de temps, finalement, s'éterniser pour un rien. Donc ça, c'est au niveau de Eiffage et au niveau de ma société en tant que telle. Elle est apparue très récemment, hein, c'était en 2021 quand il y a eu l'augmentation des coûts de la data. Moi, j'ai besoin d'Internet pour tout. C'est comme ça qu'on me démarche, c'est comme ça que je trouve des clients, c'est comme ça que je m'informe de l'actualité économique du pays ou de la région et de l'Afrique aussi. Et du coup, cette augmentation-là a énormément pesé sur mes finances et continue à me peser jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'était il y a plus d'1 an, mais j'en parle toujours parce que ça me fait mal. Voilà pour mes challenges. Et pour les avantages de venir travailler aux Comores, moi, je vais rejoindre les autres. Hein. C'est le fait d'être auprès de ma famille. Bon, la plupart de ma famille est en France, mais ma grand-mère, mes grands-parents, mes oncles et tantes, etc. sont ici. Et depuis 4 ans, je les côtoie, alors qu'avant, je les côtoyais que pendant les vacances. Donc, c'est une partie de la famille que je ne connaissais pas, que je connais maintenant très bien et auquel maintenant je suis très attachée. Et voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. On va avancer pour pas être trop en retard dans le temps avec du coup la troisième partie. Inam, je te laisse présenter cette partie. OK. Donc, j'espère que vous m'entendez très bien. Donc, pour cette dernière partie, avant de passer à la session questions-réponses, donc on va essayer de présenter les opportunités qui peuvent se trouver aux Comores, bien sûr, tout en se focalisant sur les domaines porteurs, les secteurs qui recrutent, et aussi, pourquoi pas essayer d'avoir une idée sur le dispositif et structure d'aide qui existent aux Comores. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Hadija. Donc, ici, après avoir travaillé pour Eiffage, vous avez créé votre propre agence de conseil en gestion de projet. Donc, on voulait savoir quels sont tes premiers retours ou impressions sur le processus de création d'activités au Comores. Alors, mes premiers retours
sur le processus de la création d'entreprise aux Comores, ben, en fait, les démarches sont assez simples sur le papier, mais dans la réalité, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est beaucoup d'allers-retours dans les différents services et beaucoup de temps aussi perdu. Après, c'est l'administration comorienne, il ne faut pas être pressé. Mais si vous voulez ouvrir une entreprise ici aux Comores, vous pouvez. C'est assez simple à faire, mais il faut y passer beaucoup de temps. Et par rapport à mes impressions, par rapport à mes activités, bon, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Je débute, donc petit à petit, on va dire, je commence à obtenir des clients, que ce soit auprès de la diaspora ou ici localement, et même auprès d'entreprises internationales qui me missionnent pour quelques petits projets à faire. Donc ça va. Ok, merci beaucoup pour votre retour ou bien votre partage d'expérience. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question qui sera adressée à M. Nasser, s'il vous plaît. Puisque vous exercez déjà dans le domaine des énergies renouvelables, après un court passage par la case recherche enseignement, compte tenu des besoins dans ce secteur, est-il aisé de pouvoir s'insérer professionnellement? D'accord. Malheureusement, non. Non, parce que déjà, à ma dernière jeunesse, à ma dernière intervention, la CAME PowerPoint c'est que le secteur de l'énergie renouvelable, le secteur qui a un guanyumeni, un komori, un muhimu, un guanyumeni. Donc, un guanyumeni parce que abaha, on a moins massiwapia pour les 3 îles, ngasina centrale imbili, ngasina nzima ikawa ngio nzuani, Nanzima Ikaongyo Hunu Grande Comore, une centrale solaire, il y a à peu près 3 mégas. Donc, c'était la première expérience, quoi. Donc, première expérience, c'est que Inunukao ya Numeninge Njiao, Arlitsena et Dunia Kamili Ngwanjiao Harmuyo. Donc, on est amené aux Comores, surtout dans les pays insulaires, les Ndjiarmes des machines, il y a ce qu'on appelle la transition énergétique. Là où Harmaze Menje, auze production za énergie za halezino zimenya ulanga zikaonge zurumia mandini au ressources kaonge ngizo limité dans le temps ringiar maze énergie renouvelable donc bidiba ke perspective bidiba ke ani wabake perspective kana wana zijana wa Komori au maitranjo tawa exercice zemeteizo banu wake usahilifu hao ibidi ke daula ne hena mru responsable wa hizi secteur ani de daula surtout wasahilishe insertion professionnelle ya hena mru surtout des jeunes harmo sectorino. Malheureusement c'est pas le cas au kam tsungoringa mna exemple mtiti c'est que rangu na jazangu banu Komori au rangu na ndisufanya hazi parce que amande lamba andani bona jahun Komori ska dans l'enseignement rangu na njiar mo domaine des énergies renouvelables mais pia on gar travailler en partenariat na les fournisseurs wa électricité Comores na Sonelec. Donc, si vous s'engagez, les sources mbili za production, ili nanisha wandu mwenji. Sha e partenaire wa hatu ule ma partenaire c'est que ngari constater ukana ngabo manki ya personnel ka ongyo qualifié. Ou aongwa zijua ukana ngabo manki ya personnel qualifié parce que wandu wenji walobanu abamdengo dans le domaine ya énergie nsurenga da renouvelable shamtsugurenga da inu thermique rumila onisonele kinazupia wanduka ngo yabo wanduka kwa sima forme watuka urengo hazini ja wajado pia buto nazo pia or ngabo wanazijana wanyumenika wasumugonzi wa haja ma ingénieur ka waja kwa tubuliwa wanjia harma ze postige donc du coup amelis ala la holo ngamdemkana kabati ngabo udiro wa ho wanduanu au diensere professionnellement. Or, ça ne devrait pas être le cas, malheureusement. Tu dois quand même et ma vraiment n'angoilewa ou zo rakaubidi ondua bidi wafanye ou pas, je sais pas, mais mankiungu. Ardite na mrutabia parce que si mimi par exemple urenga e kai hangu wana kala réunion si hujoi entreprise inu si fanya si viri entretien d'amina ona ezupia depuis la réunion si on bahati et ben mindi des on nous bien na mawenji c'est que risomo wenji wanzeri jaza tubanu mimi si bahati si joandu wanu wa rechange nazo pia et projet yenyewe hija nja tabia mais malheureusement ngabo tutukao ngwaja wansiju depuis 5 ans voire même 6 ans ikao ngo karjawa kaza ndo zinji karjawa kaza compétences par exemple on a les mêmes compétences voire même duplicata ngo na ujuzi hule rahana si
shandizo kwa jambo hati au kwa tina wandu wa usahilisha wanjarma zenogozo. Donc au finissez le swala lao, c'est que non kabati insertion professionnelle ndio zero. Donc là ikaubidi wandu wa revoyer ili wasahilishe insertion professionnelle surtout à ma jeune kao wasoma au ama au limendu. Ok. Donc, pour résumer rapidement, donc, l'insertion professionnelle pour le domaine des énergies renouvelables est un peu compliqué, voire difficile, vu qu'il manque des structures d'accompagnement, on peut dire, ou bien pour essayer déjà d'assurer que les acteurs ou bien les profils qui viennent normalement ont les compétences pour intégrer. Et aussi, bon, on peut, d'après la réponse, on peut conseiller aux étudiants d'essayer de voir déjà les entreprises multinationales qui sont aux Comores et puis essayer de prendre contact avec eux afin d'augmenter leurs chances. Donc, pour avancer par manque de temps, donc on va passer à la troisième question qui est adressée au docteur Nizar. Donc, vous exercez une profession pour laquelle l'intégrité des études se déroule à l'extérieur avec des besoins locaux très importants. En ce sens, comment inciter les jeunes étudiants ou professionnels à s'installer aux Comores? Déjà, premièrement, et puis pour deuxième question, ou bien deuxième sous-question, existe-t-il des structures d'accompagnement pour les professionnels de santé? Merci. Bon. Merci. Il y a une question vraiment trop difficile. D'abord, c'est dire que inciter les gens à venir, c'est difficile, mais il faut le faire. Et puis, à savoir qu'il y a manque d'accompagnement clair qui est dressé par les autorités. Donc, ça devient un peu un challenge pour revenir. Toutefois, nous, on commence toujours par cette satisfaction personnelle, avoir un statut qui est plus ou moins respecté malgré parfois certains acharnements sur les réseaux sociaux, parce que j'ai toujours pris l'exemple, il y a peut-être par semaine plus de 50 atterrissages à l'aéroport de Ahaya, mais une fois qu'il y a un déclic pour un avion, c'est le bruit total. Bon, on n'a jamais essayé de comparer le nombre de malades avec les moyens maigres qu'on a sur le plateau technique qui guérissent, mais on regarde souvent sur les erreurs professionnelles ou bien les incidents professionnels. Donc là, on s'acharne. Mais le pays a besoin de nous. Donc, le pays a besoin de nous du moment où tout le monde ne peut pas exercer à l'étranger. Sachez bien que pour inciter ces jeunes à revenir, le confort que vous, actuellement, vous vivez dans les autres pays, c'est de la sueur versée par les prédécesseurs de ce pays. Cela veut dire la nouvelle génération. Nous, on doit verser notre sueur pour le bien-être de notre pays. C'est la seule motivation que je vais vous dire au début. Parce que vous dire qu'il y a des mesures d'accompagnement, non. D'ailleurs, il y a manque vraiment sur l'accompagnement professionnel, la formation continue. Et vous savez bien, la chance qu'on a eue maintenant, c'est la formation sur les webinaires actuellement qui devient de plus en moins chère. Mais comment il y a des ONG qui accompagnent certaines structures de santé, mais ils oublient souvent le côté professionnel. La formation continue, les recrutements. Donc, tout ça, ça passe au-dessus de leurs yeux, mais vous devrez être fiers de pouvoir exercer chez vous et essayer d'avoir comme motivation, je dirais, positiver afin que demain, tu arrives à sentir que tu as contribué une pierre sur le développement des Comores. C'est ça ce que je vais vous conseiller, avoir l'envie de relever un défi pour ne pas être trop long. Ok, merci beaucoup, docteur. Normalement, bon, ça revient aussi, ou bien ça rejoint l'idée proposée par Nasser, normalement, sur quoi, ou bien comme quoi il manque des structures d'accompagnement sur l'insertion professionnelle
presque dans la majorité des domaines, comme on est en train de constater. Donc, on va revenir parce que je crois qu'il y a des questions sur la partie discussion, mais bon, on va garder ça pour la session questions-réponses. Donc, pour continuer, donc, je m'adresse à Fakih, normalement. Dans le cadre de ton activité chez Comwork, tu accompagnes les porteurs de projets. En ce sens, quelles sont, selon toi, là où les difficultés auxquelles les futurs entrepreneurs sont le moins préparés? Alors, moi, pour ma part, d'après ce que j'ai lu sur mon retour d'expérience, les futurs entrepreneurs sont le moins préparés, surtout dans l'état d'esprit entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, on veut aller vite. On veut aller vite sans prendre le temps de s'acclimater du climat des affaires aux Comores. On sait qu'ici, aux Comores, il y a pas mal de difficultés. Donc, il faut prendre aussi son temps pour mieux observer ce qui se fait aux Comores, comment cibler un marché déjà existant, mais aussi avoir un état d'esprit assez solide et positif qui permettrait de se relever à chaque difficulté. Mais la plupart des entrepreneurs, enfin des nouveaux entrepreneurs ou ceux qui décident d'entreprendre, se découragent très très vite à la moindre difficulté qui se présente. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant de commencer tout programme d'accompagnement, nous mettons beaucoup l'accent sur l'état d'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire le mindset, pour mieux préparer les entrepreneurs à solidifier leur projet d'entreprise. Parce que un bon entrepreneur n'est pas forcément celui qui a la bonne idée, mais un bon entrepreneur, c'est celui qui arrive à trouver des solutions aux problèmes auxquels il sera confronté. Donc, voilà, c'est la principale difficulté que j'ai soulevée, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. L'entrepreneur n'aime pas travailler, il pense rentabilité avant d'avoir les bases. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre retour, normalement, ou bien votre partage. Donc, ici, bon, on va passer à la dernière question. Donc, pour Nasma, quels sont, selon toi, les secteurs informatiques en pleine expansion aux Comores? Donc, c'est un peu numérique. Avant de répondre à la question, si je peux me permettre, est-ce que je peux répondre à la question qui a été posée à Fakih pour donner mon retour d'expérience par rapport à Synergie, vu que c'est une association de jeunes entrepreneurs? Oui, bien sûr, mais il vas-y, ne faut pas prendre beaucoup de temps. D'accord, oui. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que Synergie, c'est une association de jeunes entrepreneurs bien établis, mais aussi de porteurs de projets. Et le constat qui a été fait au sein de presque tous les membres, c'est que, en tout cas les porteurs de projets, c'est que c'est des gens qui sont devenus entrepreneurs par accident. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, ils ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas forcément cette fibre entrepreneuriale. Du coup, au fil en fait, du process, ils se calent, ils se découragent et en fait, ils n'ont pas la carrure en fait, qu'il faut. Et ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, comme le disait, dans le mindset entrepreneurial, mais aussi à comprendre les rouages de l'entrepreneuriat. Parce qu'on se dit que l'entrepreneuriat, c'est peut-être s'asseoir sur un piédestal, être tranquille, mais non, c'est plus compliqué que le salariat. Et voilà, c'est ce que je voulais partager par rapport à cette question des jeunes entrepreneurs. Et par rapport au secteur en pleine expansion sur le numérique, en fait, on a depuis 2020 en fait, remarqué une explosion en fait, du e-commerce aux Comores. Donc aujourd'hui, on compte plus d'une vingtaine de sites qui ont été créés dans le e-commerce. Donc en termes de chiffres, de statistiques, on a d'abord le secteur du e-commerce.
Ensuite, on a tout ce qui est lié à la finance digitale, même si actuellement, c'est complexe, en fait. Les gens ont du mal à s'adapter, mais c'est un secteur qui est en pleine évolution, la finance digitale. On a également tout ce qui est lié à la communication digitale, donc le community management, la présence en ligne, etc. Et également tout ce qui est lié à la géolocalisation et la surveillance. Donc, on a ça. Et entre autres, on a les métiers qui suivent parce que vu que le numérique, c'est un secteur transversal, donc en fait, il y a les métiers qui suivent les secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on a la agriculture qui est en train de se développer, mais c'est plus en fait au niveau, comment dirais-je, c'est vraiment axé pas forcément sur une partie process, mais c'est une partie promotion et boostage. C'est-à-dire que dans la partie agriculture, on a de plus en plus en fait de présence de e-commerçants, enfin, d'agriculteurs en ligne qui proposent leurs produits, on va dire. Et on a également les métiers qui sont à côté, donc le développement web, le design, tout ce qui est lié à la cybersécurité, surtout parce que les chiffres ont montré qu'en fait, dans la cybersécurité, en fait, en termes de capital humain, c'est le domaine où il y a le moins en fait, de profils aux Comores, c'est la cybersécurité. En termes de développement web, il y en a quand même assez, surtout venant de l'UIT, parce que c'est des métiers qui sont proposés. Mais tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, c'est important pour le pays, mais pour l'instant, ce n'est pas assez développé en termes de profil, en tout cas, sur ce qui est aux Comores. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Normalement, bon, pour ne pas perdre du temps, donc on va essayer de laisser un peu l'audience pour apporter quelques questions. Donc, je crois qu'on va passer directement à la dernière partie. Bon, l'avant-dernière partie, parce qu'après la séance questions-réponses, il y a une seule question pour tout le monde. Donc, je vais laisser la main à Binti, je crois, pour essayer de continuer. Merci, Imam. Tu vas me laisser la main un très court temps parce que je vais la donner à Nasria, qui a avec brio géré le chat. Et je lui laisse nous rapporter les questions de l'assistance. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Merci Binti. Bonjour à tous. Alors, quelques règles avant de démarrer les questions-réponses et quelques infos. Alors, la première info, alors déjà, merci à tous les intervenants parce que c'était hyper intéressant et on a eu un certain nombre de questions qui montrent l'intérêt de l'audience. Donc, merci beaucoup. Idriss a déposé sur le chat un lien qui vous permettra de rester connecté, informé concernant les activités de Chawiri. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à vous inscrire afin d'être au courant de toutes les activités Chawiri qui vont s'annoncer très prochainement. Il y en a un certain nombre dans les semaines à venir. On a un temps assez limité, on espère ne pas dépasser la demi-heure, donc je vais demander également aux intervenants d'essayer d'être concis dans leurs réponses, si possible, afin qu'on puisse toutes les balayer, et qu'on puisse voir le panel de toutes les questions. La première question, du coup, ce sera une question de Cyrine pour Adidja, qui lui a demandé si elle a eu du mal à trouver son poste en VIE et si elle a exclusivement cherché aux Comores un poste au VIE ou si elle était ouverte à d'autres postes à l'étranger. Oui, enfin, du mal. Oui, ça m'a pris 2 ans entre… Oh putain, désolé. Désolé. Oui, ça m'a pris 2 ans entre l'inscription sur le site CiviWeb et mon poste en VIE. J'ai d'abord cherché un peu partout en Afrique et au Moyen-Orient. Et j'avais eu quelques pistes qui ne se sont pas soldées. Et finalement, j'ai pu avoir celui ici aux Comores, sachant que dans le monde du BTP, en plus, il n'y a pas énormément de VIE. D'habitude, les VIE aux Comores sont soit chez Canal+, soit dans d'autres entreprises, mais pas énormément dans le BTP. Ok, merci Adidja. La deuxième question, elle est de Ryan pour Faki, qui lui demande s'il pense qu'il aurait pu postuler depuis l'étranger. Est-ce qu'il faut absolument être sur place pour avoir une chance d'être retenu ou est-ce que postuler à l'étranger est faisable, possible?
Alors, pas spécialement, pas spécialement. Il y en a beaucoup qui postulent depuis l'étranger. L'idée, c'est d'avoir une communication directe avec l'entreprise auquel on postule et être transparent. Expliquer qu'on est actuellement à l'étranger, mais qu'on envisage de rentrer. Et comme ça, vous pouvez au moins vous coordonner parce que moi, j'en connais plein de mes amis, de ma famille qui ont postulé depuis l'étranger et qui ont commencé à exercer dès leur arrivée au pays. Donc, c'est totalement possible et ça se fait. Ok, merci Faki. Une autre question de Ryan pour Nasma et Faki cette fois. Donc, on dit souvent aux Comores qu'il est difficile de trouver un emploi si on ne connaît pas les bonnes personnes. Est-ce que vous avez des conseils afin de se monter un réseau efficace sur place? Ok, bah, je vais répondre en premier. Donc, cette question-là, moi aussi, je l'ai entendue avant de rentrer, parce que j'étais persuadé qu'en arrivant ici, il fallait que je me crée d'abord un réseau avant de trouver du boulot. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait parce que j'avais postulé dans des structures tout en ayant, par exemple, je dirais à la BFC. Je connaissais quelqu'un à la BFC, pourtant, c'est la BIC qui m'a répondu en premier. Donc, ça veut dire qu'il existe aussi des institutions qui respectent une certaine déontologie dans le recrutement. Il ne faut pas, c'est pas forcément le cas que il faut avoir un réseau pour pouvoir intégrer une institution ou un organisme. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut savoir s'affirmer, prouver de quoi on est capable et savoir ce qu'on vaut, quoi. Par exemple, moi, je dis clairement dans tous mes entretiens d'embauche que je sais ce que je vaux et je sais ce que je pourrais vous apporter. Donc, avoir une certaine confiance en soi, prouver au recruteur qu'il a tout à gagner en vous recrutant quand vous les en passez, quoi. Donc, voilà. Merci Faki. Est-ce que Nasma, tu veux rebondir sur la question? Oui, en fait, moi, je dirais que c'est pas forcément le réseau qui te permet d'avoir ton job, hein, ton travail, mais en fait, le réseau, il te sert dans le sens où si dans ton milieu, en fait, tu te crées un réseau, ça te permet en fait facilement de t'intégrer même dans le milieu. Pas forcément pour avoir ton job que tu veux, mais dans le milieu en lui-même, ça te permet de t'affirmer, de t'imposer et d'être connu en fait dans le milieu. Si tu es dans le milieu, on va dire, de l'agriculture et que tu as un réseau, ça permet demain, si par exemple, je ne sais pas, on cherche quelqu'un pour faire ceci ou cela, mais ton profil est connu, les gens connaissent qu'il y a une certaine personne qui a ce profil-là, ça peut aider dans ce sens-là, mais pas forcément pour avoir le premier job. Et maintenant, sur la question de comment avoir un réseau efficace, je pense que c'est en sortant, c'est en participant aux ateliers liés au domaine qui nous intéresse ou sur lequel on est formé. C'est petit à petit, en fait, qu'au fur et à mesure, on se crée ce réseau-là. Merci beaucoup, Nasma. Prochaine question, c'est une question d'Idriss pour le docteur Nizar. Donc, avec le projet du nouvel hôpital de Moroni, est-ce qu'il existe des perspectives de formation de professionnels de santé sur place? Oui, bon, je pense que sur cette question, effectivement, il y a eu une partie du travail qui est fait parce qu'il y a eu des médecins qui sont déjà envoyés à l'étranger en formation sur les spécialisations. Par contre, sur place, il n'y a pas beaucoup plus de formation. Si je ne me trompe pas, il faudrait peut-être revenir réorienter ceux qui sont là actuellement pour les redistribuer sur les nouveaux départements, ce qui fera quand même un peu de défi. Parce que pour moi, si on investit tant d'argent pour cet hôpital, il faut bien l'équiper. Et puis, ceux qui vont accompagner les spécialistes, s'ils ne sont pas à la hauteur, il y aura toujours un petit déclic. Mais au moins, faire la plus grande partie, cela veut dire celle des médecins. Je pense que c'est un début. J'espère que les autorités ont encore un plan qui va découler pour essayer de former le personnel qui est sur place. Merci, Nizar.
Alors, la prochaine question, elle est de Saïd pour tout le monde, pour tous les intervenants. Je propose à 2 intervenants de répondre à la question sur la base du volontariat, bien sûr. Donc, la question, c'est la suivante. Le manque d'objectifs de développement de carrière et le risque de stagner intellectuellement ont été un blocage donc, pour Saïd lors de son retour. Et comment vous, les intervenants, vous avez vécu cela et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Je désigne quelqu'un. Par exemple, je propose à Nasser d'intervenir puisqu'il n'a pas encore eu de question. Alors, le manque de... En fait, comment les intervenants ont vécu ça? عمال سؤال علي نكتلماندو ساند attends بس كذي بلوكي كاميرا غامنيشيا واو Oui, oui, très bien, Nasser. le manque d'objectifs de développement de carrière ah sont été presque blocage en fait هونو malheureusement كتلماندو سؤال على ساند ranguna haja rangu 2019 ya bombi singa mtsongoli tsanganya mjitsanganya nele swala la dunga normalement le covid ni posé c'est que hunu ti remarque que kabja obligation de résultat harma et services à oudia dans les institutions donc on recrute les gens ils travaillent comme ça chaque kabja kabsi obligation de résultat voilà une musique ngo fanyo rapport how tu dois finir telle mission donc du coup hunu kabja haye concept ya développement de carrière na hizo pia donc yono kao iro harma culture au environnement ya ufanya kazi ya shikomori msijua parce que mruja fakia mbese ngushinda eleze ya zelezendo shaminga mfikiri kana hizo mongoni mwezeno kao zo tongeza wandu wa plombe tu fais la même chose rango hazini hata 20 ans ou 40 ans de carrière ngo jabala ngo signer papier ngo signer ndini katindo ngo zichange o katindo ngo ndini parce que kamtu donner wa ndini obligation de résultat ngo jabala muhimu hazini perceber ma pesa donc ce qui fait que wanduka ngwala obonze par exemple haja parsa wanduka wantu wala nuskuto ni kwa fei utosinya hata uhazi mission nzima kawati perspectives animeni kawati ndogo zao evolue muhazini zuzo tabisha wandu donc afikiri tabisha wandu surtout da sila la obonze au da wanduka wala wakausuma obonze wa haja shawandu walubani malheureusement wasa wanjame système ça ne leur dit rien kwa tuta wahuwe hamezi zao kwa tuta umumu hao wakaenda post wajobo tasi wende vite fait wafanya ndini wende zao donc yo ko elinga jo tabisha ondu kao ngwa jola ubonze malheureusement on kao ngwa na dynamisme ufanya hazi ya ubonze qui viennent de l'étranger des jo watabisha que faire je sais pas mais c'est cardinal nous change mais c'est de ma autorité je pense je cède la parole. Merci Nasser, c'était très efficace. Réponse à 2 questions en même temps, c'était génial. Nizar, tu veux intervenir? Oui, j'aimerais intervenir sur cette question, effectivement, parce que je l'ai quand même dit, même si je n'étais pas été trop clair sur ça, c'est que ici, il y a cette manque d'hiérarchie. J'avais parlé de ce mot, parce que tu ne peux pas partir de adjudant et revenir en caporal. Ce qui fait que ici, tu es là, mais le département en soi que tu travailles n'a pas vraiment, même s'il y en a, mais ça n'a jamais été suivi. Ce qui fait qu'une fois que tu es là, il faut d'abord, je conseillerais, parce que c'est vraiment, ça fait hésiter à beaucoup de gens, rentre et puis essayer de voir, parce que comme Nasser l'a dit, c'est que c'est aux autorités de changer cette mentalité. À voir que si tu sors, par exemple, sur une poste, par exemple, à la banque, tu fais un recouvrement, là, il ne faut pas qu'on te renvoie sur un agent de surface. Donc, ça, c'est une manque d'organisation au niveau du pays. Mais il faut quand même rentrer, parce que si tu ne rentres pas, tu ne vas pas pouvoir changer. Voilà. Merci Nizar. Et je te laisse la parole, puisque la prochaine question, elle est également pour toi. C'est une question de Abdallah Riam, qui demande en fait si tu n'as pas l'impression que la population comorienne n'a plus confiance en fait dans les professionnels de santé, d'où par exemple les voyages excessifs qu'on observe à Madagascar, au Kenya ou en Tanzanie par exemple. Ok, une grosse question. Merci de l'avoir posée, parce que le problème de cette question, ça mérite d'être posé, mais on indexe au mauvais endroit.
je veux m'expliquer. Certes, il y a cette manque de confiance. D'où vient cette manque de confiance à un moment où tous les praticiens comoriens ont fait leurs études à l'étranger, en France, en Afrique, en Chine, même aux États-Unis, il y en a. Pourquoi cette manque de cicatrices? C'est qu'il y a eu des cicatrices anciennes qui ont été impunies, et là, les Comoriens, vu qu'il n'y a pas eu de changement, ont installé cette peur. Mais où se trouve la cause principale? D'abord, il y a un manque de communication parce que vous savez bien, sur le budget de l'État, il y a cette communication qu'il faut expliquer à la population que telle chose, il faut le faire. Ça se fait au pays et ça se fait à ce niveau. Il n'y a pas ce contrôle qualité pour communiquer aux gens. Par exemple, je prendrai l'exemple récemment de l'arrivée du Dr Fouad, qui est là pour le neurochirurgien. Mayotte, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui font des traumas crâniens qui partent à Mayotte et ils seront évacués après à La Réunion. Et là, ça prend cette distance. La personne vient avec des séquelles où FAD pourrait les traiter. Mais il y a ce manque de communication. Et puis, les causes, c'est quoi? Les causes, c'est quoi? C'est qu'il y a ce problème de culture. Il y a des gens qui vont te dire que si mon père soit opéré aux Comores, là, on va dire sur les places publiques que je n'ai pas pris soin de mon père. Ça, c'est culturel. Et puis, il y a les médecins qui ne sont pas nombreux. Il y a des gens qui, peut-être au niveau professionnel, ne sont pas assidus. Et là, ils ne sont pas punis. Cela veut dire que l'État manque d'efficacité sur la justice. Et là encore, la deuxième partie, c'est l'État en soi, parce que l'État lui-même n'équipe pas ses hôpitaux. Parfois, comme je l'ai dit, les examens cliniques qu'on te donne, ils sont bien limités, que parfois, tu tombes sur des erreurs que c'est indépendant. Par exemple, une machine qui devrait être enlevée de laboratoire et ça fonctionne et ça donne, par exemple, que la personne est diabétique. Qu'est-ce que tu vas lire? Tu vas lire ce qui est écrit. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, la population en soi, elle est en erreur. La population est responsable de cette manque de confiance parce que ceux qui ont gagné d'expérience, c'est qu'ils ont beaucoup pratiqué pour en arriver là. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'un malade voyage pour un appendicite vers l'étranger, un malade voyage pour hernie vers l'étranger? À l'époque, ça se faisait par Barnett et les autres. C'est à l'époque. Et là, la différence qu'on a depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, c'est énorme que ça continue. Donc, pour en résumer, cette marque de confiance reste, mais je pense qu'elle n'a pas raison d'être du moment où chaque partie que j'ai citée, médecins, État et la population, chacun prenne ses responsabilités. Merci Nizar. Et j'ai encore une dernière question pour toi. On te demande, en fait, tu as expliqué toutes les difficultés que tu as pu rencontrer et le temps que ça a pris sur ta vie personnelle, ce retour aux Comores. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer pour ne pas se décourager, ne pas abandonner, voire même quitter les Comores une fois sur place? D'abord, je dirais que la joie de voir un patient près de Volo te dire « Docteur Ouidami, ça va, alhamdoulilah ». Ça, c'est quelque chose qui te rend fier. Donc, et puis, voir l'évolution de tes efforts. Je dirais, par exemple, je prendrai l'exemple à mon arrivée. À El Marouf, on n'opérait pas les prostates. Ce n'est pas que Dr Ada, Dr Mohamed Abdallah, Beniman, Dr Kamal ne le faisaient pas. Mais il y avait une manque de quelque chose. Vous savez, c'est quoi? Une sonde prostatique. Une sonde prostatique. À mon arrivée en 2013, toute l'année, El Marouf a opéré un seul patient pour la prostate. Mais on a mis le paquet, on a donné de l'argent à quelqu'un ailleurs pour envoyer les sondes. Et là, depuis là, El Marouf a commencé à faire les opérations de prostate. Donc, ça, c'est une fierté si tu vois quelque chose qui évolue. Moi, personnellement, de 2013 jusqu'à 2016, je n'ai pas fait de prostate à ce moment-là. Mais j'étais fier que les efforts qu'on a fournis, ça a donné quelque chose. Donc, et puis, savoir positiver de tout, avoir l'envie de relever ce défi qui est la nôtre, donc, et savoir que Rome est Rome parce que les enfants de Rome ont fourni leur sueur pour Rome. Merci, merci Nizar. Prochaine question de Ryan pour Nasser, qui le remercie dans un premier temps pour son témoignage authentique. Et Nasser, tu préconisais donc une solidarité entre personnel qualifié. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as déjà fait ou conduit des actions dans ce sens? Oui, parce qu'à mon échelle, oui.
mieux essayer parce que, comme je dis, en fait, en face de nous, en face de moi, il y a tout un système qui dysfonctionne, quoi. Parce que, et quand quand on relève des problèmes et tout, en arrivant chez les chefs, nos partenaires et tout, on leur explique. Et la réponse qu'ils te donnent, c'est que yerifanya kariti badingar jua ukanga sina wandu waina hizo pia yengo nzorifanya. Ode magamana deliwa wako jibuana. Donc oui, à notre échelle, miusana unganga sina na group we wandu kao ikawa kufanya wazi wazima mdushinda onokana wala binti et dynamique amanu kada magundu kada on doit essayer la preuve ça sivan au moins on doit essayer we parana wakensi un groupe de 5 ou des groupes de réflexion hena aina domaine we hadi simbabi hena mnajuka ushinda wa changer zengo parce que vu que système ou yongi yombi c'est qu'en BC, chacun à son niveau, ou essayer quand on voit les kesans, par sakana, l'ensemble de tous les petites unités de Chine échanger système. Donc, à notre niveau, on essaye parce que déjà, le fait le fait que Mruha Djabanu, en fait, c'est ce que je dis. Par exemple, je travaille souvent avec des ingénieurs étrangers au Koujahoun. Donc, des fois, quand on fait un hazi, la SNAF sonnelle, comme on voit, il y a des choses de face cardio parce qu'il y a un gars qui devrait se pointer là à 6 heures du matin à Bayambahindu. Il est parti jusqu'à 8 heures. Donc, on prive toute la population 2 heures de temps parce que le monsieur a fait a ou des machouline dans la zopia. Donc, Wazung, on fait des fois, ou lâcher prise. On va garder parce que c'est tout sauf la logique. La famille Mimi, normalement, je dois doubler des efforts parce que Gami condamné, il y a un chiban. Donc là, je dois trouver des solutions. Donc, Aoudjibou Nizar, c'est ça, Nizar, ou je ne sais pas qui a posé la question, c'est que oui, à notre niveau, Ryan, on va essayer, à notre niveau, Ritsahawa, Nyanya, Sikao, Ngwaelewao, parce que Dirolovan, c'est que toi, tu viens, tu comprends que les, voilà, vertical et les autres comprennent horizontalement. Donc là, tu dois trouver des moyens, au Canada, en phase, donc oui, ce travail, il est en cours, on le fait tout le temps, et on espère que d'ici peu, on a un groupe où il y a 14 ou 20 personnes qui comprendront les choses et qui essayeront à leur niveau, pardon, de faire changer les choses. Super, Nasser, c'est très encourageant. Une question d'Ousna pour Adidja cette fois-ci. Donc Adidja, au départ, tu disais que ton projet initial, c'était de passer quelques années aux Comores et de revenir en France. Actuellement, donc tu es toujours aux Comores. Donc, est-ce que c'est ton expérience aux Comores qui t'a fait changer d'avis? Et est-ce que tu penses qu'il est possible de se repatrier à long terme sans passer par cette étape de retour en France? Donc, voilà, je te laisse la parole. J'ai pas compris. Enfin, tu peux répéter la question? Alors, la question, c'est est-ce que ce qui a fait que tu es resté aux Comores, c'est ton expérience que tu as vécue sur place? Puisque au départ, tu disais que tu voulais passer que quelques années aux Comores et revenir en France. Et est-ce que tu penses que c'est possible de rester aux Comores sans rentrer en France à un moment donné? Alors, pour la première question, en fait, c'est juste que j'ai eu une opportunité sur place. Du coup, c'est pour ça que je suis restée. Mais l'idée, c'était de rester aux Comores pendant quelques mois, puis de repartir en France le temps d'économiser, c'était surtout ça, et de revenir en étant préparé financièrement le temps de trouver un travail. Bon, heureusement, j'ai eu un travail directement, du coup, c'est pour ça que je suis restée. Et est-ce qu'on est obligé de repartir en France? Non. Non, moi, je voulais repartir en France juste pour avoir un peu plus d'expérience professionnelle et me préparer financièrement. Parce que je savais que le monde du travail aux Comores était plutôt compliqué. En tout cas, en 2018, était un peu plus que cette année. Et que dans mon domaine, je n'avais pas pensé à travailler dans le domaine du BTP, j'étais plutôt dans le bureau d'études. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas énormément de bureaux d'études où je pouvais postuler. Donc, c'était ça l'idée, c'était de repartir, gagner de l'argent, économiser, puis revenir aux Comores pour tenter l'aventure. Merci Adidja. Prochaine question, c'est une question de Moustakim pour Nasma. Est-ce qu'il est possible et facile d'ouvrir son entreprise aux Comores depuis la France et à qui on peut s'adresser pour cela? Facile, je ne sais pas. Et en fait, l'agence qui s'occupe de ça, c'est la NPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements.
Et ils ont fait un site qui s'appelle investcomoros.net, si je me rappelle bien. Et en fait, ils ont lancé un projet qui est le e-registre, qui permet en fait de s'enregistrer en ligne. Je sais qu'il y a déjà toute la documentation qu'il faut pour enregistrer son entreprise en ligne sur leur site. Mais je ne sais pas si le e-registre il est déjà amorcé pour pouvoir créer totalement l'entreprise en ligne. Mais je pense que si vous vous rendez sur le site, vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, j'aimerais intervenir aussi sur la question puisque ça me parle, ça rentre dans mon domaine d'activité. Alors, pour la création d'entreprises aux Comores à distance, ça peut se faire. Comme Nasma l'a évoqué, l'ANPI, qui est l'Agence nationale des investissements, de la promotion et des investissements, qui est une agence qui se charge de tout ce qui est création d'entreprises, on va dire, c'est un peu l'URSSAF des Comores, est en train de développer une plateforme pour qu'on puisse s'enregistrer à distance. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore optimal et prêt. Mais c'est possible de s'enregistrer à distance. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. C'est possible de s'enregistrer à distance en déléguant la création par le biais de procuration et en ayant tous les documents nécessaires. Parce que je dis ça parce que c'est un service qu'on propose à Comowork pour les entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent s'enregistrer et qui souhaitent éviter tout ce qui est démarches administratives. Une fois arrivés là, veulent avoir leur entreprise déjà créée et commencer les activités. Donc, il suffit juste de déléguer à une personne particulière, entreprise, et avoir tous les documents nécessaires. Donc, voilà. Merci pour les infos, Nasma et Faki. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de… Il ne nous reste pas beaucoup de questions, mais on va quand même essayer de ne pas faire plus de 2 minutes par question, si possible. La prochaine question, elle est de Ousna pour Nisa, encore une fois. Donc, est-ce que les diplômes de professionnels de santé étrangers sont reconnus automatiquement aux Comores? Oui, bon, excusez-moi. Je pense sur cette question, il y a un changement de culture. Actuellement, une fois de retour, il y a ce qu'on appelle le Conseil de l'ordre de médecins aux Comores. Eux, vous allez déposer votre diplôme. Ils ont leur procédure. Ils vérifient votre diplôme avant d'être intégré. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'avant, chacun rentrait. Il y a des gens qui partaient faire l'infirmier ou bien ils ont passé quelques jours à l'hôpital. Ils se prenaient comme des médecins. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a eu des cicatrices sur mes interventions. Donc là, on essaye d'améliorer le niveau qualité actuellement. Ce n'est pas directement que tu viens et tu exerces. Donc, les diplômes doivent être passés par Conseil de l'ordre. Peut-être leur modalité doit être renforcée pour qu'on trouve la pureté de ces diplômes, mais au moins, on ne te reconnaît pas directement et c'est quelque chose que je félicite. Merci. Une question d'Aïcha Oubeïd pour Nasma. Donc Nasma, tu disais qu'avant d'intégrer l'ANADEN, tu as dû t'imprégner du milieu numérique et elle voudrait avoir un peu plus de détails sur cette partie-là de ton parcours. D'accord. Alors, l'idée déjà, c'était déjà de m'imprégner déjà de la stratégie parce qu'en 2018, il y a la stratégie Comores numérique 2028 qui a été adoptée. Donc, le premier élément, c'était de m'imprégner de cette stratégie, de comprendre, parce que c'est celle qui pilote la transformation numérique du pays aujourd'hui. Ensuite, quand je dis de m'imprégner du numérique, ce n'est pas que je ne connaissais pas du tout le numérique, parce qu'on est en plein dedans, mais c'était plus de comprendre comment fonctionnaient les autres pays. Par exemple, moi, vu que j'étais au Maroc, j'ai fait un peu un benchmark de ce qui se faisait au Maroc, notamment à l'agence similaire qui est l'ADD au Maroc, comment ça se passait, comment eux, ils en sont arrivés là, etc. Un peu voir ce qui se faisait au Sénégal, en tout cas dans les pays qui se rapprochaient le plus des Comores et qui étaient en Afrique plus précisément. C'était plus dans ce sens-là, de m'imprégner de leur stratégie, de comment ils ont fait, de comment ça se passait dans leur pays et pouvoir, dans ce sens, orienter en fait mes actions. Merci Nasma. Alors, la dernière question, c'est une question de Costello pour Faki. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur le plan économique et en termes de ressources humaines. Donc, sa question, elle tournera autour de ces sujets. Il trouve que beaucoup de projets sont plus axés dans le secteur tertiaire. Est-ce que c'est dû à un manque d'infrastructures comoriennes?
d'infrastructures numériques, pardon, ou est-ce que c'est une politique appliquée au pays? Et il te demande également quelles sont les difficultés que la plupart des entrepreneurs que tu rencontres sont confrontés, quelles sont les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés? Tu as un peu déjà répondu à cette question, mais on te la repose via le chat. Ok, bon, la question est assez longue, je vais la relire. Alors, je trouve que beaucoup de projets sont plus axés dans le secteur tertiaire. Alors, bon, je ne sais pas par quel constat, Costello, tu es parti pour affirmer que la plupart des projets sont axés sur le secteur tertiaire. Aux Comores, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les secteurs économiques dans tout ce qui est projet entrepreneurial. Parce qu'en effet, oui, il y a pas mal de projets qui sont axés sur le secteur tertiaire, notamment dans tout ce qui est prestation de services, mais aussi beaucoup axés sur le secteur primaire, notamment dans tout ce qui est production agricole, donc dans tout ce qui est filières agricoles. Et pourquoi je parle de déséquilibre? Parce qu'il y a un manque significatif d'activité dans le secteur secondaire, qui est le secteur axé sur tout ce qui est transformation et industrie. Donc, je pense que ce déséquilibre impacte beaucoup le développement de ces secteurs économiques, parce qu'on passe du secteur primaire au secteur tertiaire, qui est les activités marchandes et non marchandes, qui sont axées principalement sur des prestations de services et de l'achat-revente des produits importés. Donc, on est essentiellement dans l'importation que dans l'exportation. Pour ce qui est un instant, donc est-ce dû à un manque d'infrastructures numériques ou la politique appliquée? Donc non, c'est pas dû au manque d'infrastructures numériques, bien que l'infrastructure numérique, le manque d'infrastructures numériques a aussi un impact négatif sur le bon développement du secteur tertiaire, mais c'est surtout le manque du secteur secondaire. On n'a pas d'activité de transformation. La production locale reste brute, bien qu'elle soit insuffisante, mais elle reste essentiellement brute, ce qui fait qu'on fait face à des produits périssables qui ne sont pas vendus et qui ne peuvent être transformés par manque d'industrie. Et pour ce qui est de la difficulté de la plupart des entrepreneurs, comme je l'avais évoqué lors de la conférence, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Et Nasma l'a évoqué aussi. La plupart des entrepreneurs sont entrepreneurs par défaut, par manque de boulot, à cause du chômage. Donc, ils décident d'entreprendre sans pour autant avoir les bases entrepreneuriales. Et donc, la plupart vont droit vers le mur. Et c'est pour ça qu'il existe des structures comme Comwork, Comorlab, Innovlab, des structures d'accompagnement. C'est des structures qui sont chargées d'accompagner ces entrepreneurs-là au bon déroulement de leur projet entrepreneurial. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pu répondre à ta question, Costello. Merci. Merci, Faki. C'est la fin de la session questions-réponses. Donc, merci à tous pour les questions qui étaient très riches, très variées, très intéressantes. Merci aux intervenants aussi pour vos réponses qui l'étaient tout autant. Je vais laisser la parole à Binti pour la suite. Merci, merci Nasria d'avoir animé cette session questions-réponses. C'est la fin de notre webinaire. On arrive pile au temps. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont vraiment permis de faire de très belles interactions. Merci énormément à nos intervenants, à nos 5 intervenants de qualité qui sont revenus sur leurs expériences et qui nous ont partagé leur insertion professionnelle. C'était vraiment très, très riche. Moi, j'ai appris plein de choses et j'ai fait aussi beaucoup le parallèle avec mon expérience personnelle et professionnelle à Mayotte. C'était vraiment très, très, très enrichissant.
Merci à mes co-présentateurs et co-organisateurs, à Imam, à Faouzia, à Nasria et à Inès. Et on espère vous retrouver aussi nombreux lors du prochain webinaire Chawiri. Merci à tous. Merci, à une prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir.